Bonjour, bienvenue à Bipol R avec une apostrophe qui, comme son nom l'indique, est un podcast fait par des bipolaires pour des bipolaires, mais qui intègre aussi des gens qui ne sont pas bipolaires. On le verra tout de suite. Je rappelle également que l'objet de notre podcast, c'est de s'exprimer librement sur la bipolarité dans toutes ses dimensions et de pratiquer à la fois du partage d'expériences, d'essayer de réunir des conseils utiles, mais je dirais avant et surtout être porteur d'espoir pour les bipolaires. C'est surtout ça qu'on a envie d'apporter. Et nous, c'est donc Camélia et moi-même. Nous sommes tous les deux bipolaires. Et je tiens à dire aussi que c'est aujourd'hui une première parce que ce podcast est appelé à prendre plusieurs formes. Soit parce qu'on aurait un invité donc spécialisé dans un domaine, soit parce qu'on ouvrirait en fait, je dirais l'antenne aux autres bipolaires. Mais aujourd'hui en fait, pour la première fois, nous accueillons donc une invitée qui est le docteur Somali. Bonjour docteur. Euh, Bonjour. et nous allons traiter en fait avec elle, donc tous les trois sous forme d'une conversation, le sujet de euh, bipolaire et stable, est-ce compatible? Est-ce possible sur la durée? Mais je vais d'abord vous demander, docteur, de vous présenter à nous. Bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je suis the first guest, donc je suis heureuse. Je suis docteur Somali Olopeya. Je suis l'exerce sur Casablanca, secteur libéral. Mon activité, elle est répartie entre l'ambulatoire, c'est-à-dire le suivi des patients en ambulatoire et bien sûr tout ce qui est hospitalier. Je suis également psychothérapeute d'approche cognitivo-comportementale. Et aussi, je soigne tout ce qui est addiction. Entendu. Euh, comment est-ce que... alors déjà peut-être en quelques mots, comment vous définiriez la bipolarité? Bon, bipolarité, c'est-à-dire trouble d'humeur. Qui dit humeur, ça veut dire une pensée qui va avec. Et s'il y a un changement de la pensée, il y aura un changement de comportement. Et le comportement, c'est l'interaction avec notre environnement. Donc, bipolarité, c'est plus le changement d'humeur dans un sens ou dans un autre. Bien sûr, ce sera des extrêmes. Ça va affecter nos émotions, nos comportements et bien sûr l'interaction avec notre environnement. D'accord. Et alors, si on parle de stabilité, j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire déjà. Et en fait, stabilité, c'est le caractère de ce qui tend à demeurer dans le même état. Donc, de toute façon, ça me paraît impossible pour un être humain non bipolaire. Mais en bipolarité, comment est-ce que vous définiriez la stabilité, même si c'est une notion très relative? Justement, en acceptant de faire le podcast, j'ai fait une petite recherche par rapport à la stabilité. Ce qui est marrant, c'est que les articles se sont penchés sur l'instabilité. C'est comme si par raisonnement, par contraposition, il y a l'instabilité, mais c'est quoi là de la stabilité? On ne sait pas. Donc, l'instabilité, c'est surtout tout ce qui est le problème de trouble d'humeur, c'est-à-dire soit l'épisode maniaque, soit l'épisode dépressif. Entre les deux spectres, c'est la stabilité. C'est ça ce que j'ai compris. Donc, lorsqu'il y a un épisode, c'est l'instabilité. D'accord, J'imagine que je vais un petit peu anticiper la prochaine question. C'est euthymie et est-ce que c'est euthymie et exactement, stabilité? exactement. Justement. Donc, est-ce que c'est la Alors, même chose ou comment est-ce que vous le voyez vous-même? Alors, là, je vais un petit peu développer la chose. Par rapport à l'euthymie, c'est un concept en soi qui est problématique, vu que l'euthymie, il est lié à tout ce qui est affect positif et à un état de bien-être parfait et complet. Donc, ça ne doit pas être perturbé ni par émotions négatives, anxiété, dépression ou l'excès, l'irritabilité. On sait que la vie, c'est pas un jardin de roses quand même. Donc, chacun entre nous sera un jour ou un autre confronté à un conflit, même ne serait qu'avec les enfants, un conflit financier. Donc, on sera face à une émotion négative.
d'accord, Donc, face à une émotion de conflit, rire ou être serein, ça sera discordant. d'accord. C'est ça la normale. Alors, on commence à penser qu'il faut peut-être élargir la notion de autonomie Mhm, parce que, voilà, il y a des états émotionnels. J'ai remarqué que la CM10 a essayé quand même de répertorier les affects négatifs face à une situation. mhm, Par exemple, le burn-out, c'est-à-dire mhm. l'épuisement professionnel. Donc, ce sont pas, bon, on va appeler ça entre guillemets, c'est une souffrance qui est saine. Oui, Donc, on peut aider la personne, mais c'est pas un trouble en soi. d'accord. Par rapport à la stabilité en général, on peut dire que une fois qu'il n'y a pas, que notre action ne va pas entraîner une souffrance, soit bon, une souffrance qui va nous impacter, nous ou notre environnement, tant qu'on arrive à fonctionner, je pense que c'est adapté. Peut-être on doit s'éloigner un petit peu de mon normal pour aller peut-être plus approprié. Je trouve que plutôt le mot adapté, ça sera plus approprié. Donc, tant qu'on arrive à fonctionner, tant que ça n'engendre pas une souffrance de l'environnement ou une souffrance à nous-mêmes, donc je pense que là, c'est stable. En fait, ce que vous dites en parlant aussi, je trouve ça très intéressant que vous parliez de déjà admettre que avoir des souffrances, ça fait partie de la vie, c'est pas des choses auxquelles on peut échapper. Il est peut-être même pas souhaitable d'échapper à toute souffrance. Et vous parlez d'adaptation. Euh, donc, ce qui me paraît aussi très logique parce que je veux dire, la stabilité serait plutôt une moyenne de toutes les oscillations de l'existence. C'est comme le français moyen ou le marocain moyen. Enfin, c'est pas quelqu'un qui existe, c'est une sorte de notion. Euh, mais admettre que on est des êtres mouvants, déjà, je trouve ça intéressant. Comme vous le disiez, quand on commence à provoquer des souffrances qui peuvent vous mettre en danger, qui sont en fait hors normes, là, il faut sans doute agir. Comment est-ce que vous appréhendez je dirais, les instabilités, du coup, les non-stabilités chez vos patients? Alors, lorsqu'on va parler d'instabilité, ça veut dire un épisode Oui, thymique bien défini. Donc, face aux épisodes thymiques bien définis, ça va dépendre est-ce qu'il s'agit de la première fois oui. ou peut-être c'est une répétition. Donc, s'il s'agit de la première fois, c'est la grande découverte déjà pour la personne. Donc, c'est un changement par rapport à un état antérieur. Donc, déjà, il faut juste stabiliser. Mhm, Et après, il faut commencer à traiter vraiment tout doucement, faire l'éducation du trouble, chercher déjà le diagnostic. Et après, on commence à établir la chose et définir la chose tout doucement. Donc, déjà parler de tout ce qui est, c'est quoi l'humeur, pourquoi il a pensé autant, parce qu'après que l'épisode soit résolu, quelle que soit la tonalité de l'humeur, parce que il est vraiment, il y a un excès, c'est exalté, la personne, il pourra avoir l'idée que je suis, par exemple, jugée. mhm, Si il est down, donc trop basse, il va se dire je ne vaux rien, même s'il a le prix Nobel. mhm, Alors, euh, après, on va y aller tout doucement. Donc, peut-être la personne, elle va commencer peut-être à faire une relecture, là, une évaluation de son épisode, de l'évolution de son humeur et l'évolution de ses pensées. Bien sûr, le comportement va suivre. ouais. Est-ce que ça se mesure, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que l'instabilité ou la stabilité par défaut, est-ce que c'est des choses qui se mesurent, je dirais, objectivement, ou est-ce que c'est lié à l'observation et que c'est une notion, elle aussi, relative au patient? Bon, chaque fois qu'il y a souffrance, ça veut dire que c'est pas stable. Ouais, C'est ça ce que j'essaie d'expliquer. Par exemple, si je suis fatiguée après un effort, donc c'est normal que je sois fatiguée, être fatiguée en fin de journée, après dormir, le lendemain récupérer, ok. Mais si je suis fatiguée H24 et le lendemain, et ainsi de suite, au point que je vais commencer à diminuer mon mouvement, diminuer mes activités, il y a mon humeur qui va suivre.
Bon, je vais commencer à être isolée, alitée. Donc là, ce sont des signes donc, qui doivent alerter, comme quoi peut-être il y a un épisode timique qui s'installe. D'accord. Donc c'est Vous plus voyez? lié à une observation relative qu'à une mesure objective. On est d'accord parce on est dans l'humain en fait. Oui, justement. C'est surtout le fonctionnement de l'humain, l'interaction, et chaque fois qu'il y a une perturbation de son fonctionnement ou une souffrance, donc ça doit alerter. Ouais, Par exemple, s'il s'agit de la deuxième fois ou la troisième fois, déjà, il faut travailler avec la personne, les signes avant-coureurs qui vont annoncer une rechute, soit dans un sens ou dans un autre. Par exemple, peut-être ça sera une augmentation de la communicabilité. Peut-être c'est juste une petite augmentation de l'énergie, ouais, une sous-estimation du risque. Donc, une fois qu'on commence à avoir ces signes, donc il faut déjà établir un plan de gestion, soit de l'hypomanie ou la gestion de la dépression. Donc, c'est un plan qui est déjà préétabli. Ce que je conseille généralement à mes patients, c'est de faire le contraire de ce que veut le cerveau faire. Je m'explique. Lorsqu'on est en hypomanie, on est un petit peu agité, on veut bouger rapidement, on veut sortir. Donc, lorsque la personne commence à ressentir ces modifications, il faut faire le contraire. Il faut vraiment commencer à faire de la relaxation, un petit peu réduire le rythme de tout ce qui est mouvement, de tout ce qui est gestuel, de tout ce qui est communicabilité, afin de faire diminuer l'excitabilité. Donc déjà sur le plan comportemental. ouais, Donc il y aura par exemple une augmentation ou peut-être une surestimation de soi, une sous-estimation de risque. Donc une fois que la personne, il va savoir que déjà ça fait partie des tableaux, c'est juste avant-coureur, c'est pas ouais. l'épisode maniaque bien défini. Donc il commence à donc peut-être appeler le médecin. Moi parfois je laisse la main par rapport à certains médicaments que le malade lui-même pourra gérer avant même de me contacter. Hmm. D'accord. Par exemple, si je ne suis pas joignable, il a peut-être un sédatif qu'il va prendre afin d'assurer au moins le sommeil de cette nuit. Donc, un sédatif de plus dans son ordonnance, donc pour les urgences. Le lendemain, il va appeler et bien sûr, on va réajuster ou peut-être il va consulter. Ouais, Donc, déjà, on laisse la main. Donc, ce sont des plans qui sont préétablis. Donc, on va définir ce qu'il va faire sur le plan comportement. Sur le plan même gestion, par exemple, il va se confier à quelqu'un de sa famille, donner son carnet de chèques, ouais, peut-être faire une prise de sang par rapport au dosage de tout ce qui est médicaments. ouais. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut préétablir bien avant que l'épisode chimique soit vraiment installé. Est-ce que vous savez, le spectre des humeurs qui va de 0 à 10, est-ce que c'est une chose dont vous vous servez, que vous recommandez? Je sais que Camélia, elle a inventé sa propre échelle de valeur d'ailleurs, puisqu'elle part de -10 pour arriver à 0 et repartir à 10. C'est vrai, Camélia, non? Oui, parce que je trouve que de 0 à 10, c'est pas vraiment assez parce que la dépression, elle est vraiment, elle a son spectre de moins 10 à 0. Donc, il y a vraiment plusieurs nuances de dépression. Et aussi, il y a plusieurs nuances de manie que pour moi, de 0 à 10, c'est pas assez. Donc, moi, j'utilise de moins 10 à plus 10. Et quand on se parle d'ailleurs avec Camélia, je lui demande où elle est, si elle est à -3, -4, -2. C'est un petit peu notre langage. Oui. Alors, Je on appelle voulais... ça le... Oui. Allez-y, allez-y. Non, ah, vas-y, Camille. Allez-y, Je voulais continue. juste parler de la stabilité parce que moi, quand je parle à plusieurs personnes qui ont la bipolarité, qui sont atteintes de bipolarité, ils me disent qu'ils veulent pas la stabilité. Ça les intéresse pas parce que c'est ennuyant. C'est un endroit où on bouge pas, où on est vraiment, on n'a pas de sensation ni d'émotion. Donc pour eux, ils sont pas motivés. Je sais, c'est un petit peu tard. Je voulais en parler un peu plus tôt, mais voilà. C'est pas grave.
Donc, je comprends. À vrai dire, on connaît ça, c'est la nostalgie de la manie, Ouais, et surtout de l'hypomanie. Parce que qui veut vraiment ne pas sentir un état de bien-être avec une activité, une production idyllique agréable, tout va bien, le monde est calme, on est bien. C'est surtout l'hypomanie, à vrai dire. Même la manie, c'est un petit peu explosion, ouais, mais on décrit, c'est déjà décrit que dans l'hypomanie, il y a même une hyperproduction sur le plan cognitif, sur le plan artistique, la personne, elle est plus agréable, le monde, elle est plus agréable. Mais malheureusement, sur le plan neurobiologique, c'est une destruction neuronale. Donc, même l'hypomanie, elle est toxique. Je sais que je donne cet exemple à mes patients. Lorsqu'on conduit sur l'autoroute à 120 km et on commence à dès la sortie de l'autoroute et on commence à conduire à 60 km à l'heure, c'est pas du tout agréable. C'est comme si on a trop ralenti ouais. avant de s'habituer à la nouvelle limitation de vitesse. C'est la même histoire. Bien sûr que l'hypomanie ou la manie, ça marque parce qu'il y a un état de bien-être, un état de toute puissance. Mais à vrai dire, puisque c'est destructeur, puisqu'il y a beaucoup de glutamate, beaucoup de perturbations neurobiologiques, c'est pourquoi on doit revenir vers tout ce qui est stabilité, soi-disant une activité normale du cerveau. Ouais. Voilà. D'ailleurs, docteur, quand vous disiez et je trouve ça très intéressant parce qu'on a eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec une amie bipolaire qui, qui disait, quand je suis en dépression, je fais le contraire de ce que mon cerveau me commanderait, je dirais, en quelque sorte. Et je sais aussi personnellement que pour moi, mais comme pour des gens que j'aurais tendance à aider, hein, en tant que père aidant, je dirais, euh, une sortie de dépression, ça se fait souvent en faisant le contraire de ce on aurait envie de faire. Faire l'exercice quand on veut pas trop en faire, être sociable quand on veut pas manger moins quand on voudrait manger plus, etc., etc. Et je crois que ça, si on avait un conseil à donner déjà aujourd'hui, ça sonne paradoxal, mais ce que vous disiez, faire le contraire de ce que notre cerveau nous commande, c'est un des vecteurs de stabilité en réalité, ou de retour à l'équilibre. Parce que ça a coupé. J'ai pas bien entendu la Ah, question. J'ai pardon. compris qu'on parlait de faire ce que faire le contraire de ce Oui, en que fait, nous commande le cerveau, c'est ça? c'est ça, en fait, je partais de ce que vous aviez dit pour dire que ça joue aussi en dépression. Euh, Oui, en dépression. voilà. Alors, c'est principalement, dans tout ce qui est dépression, on doit commencer par une activation comportementale. À vrai dire, ça peut peut-être se résumer à faire une petite marche de 30 minutes par jour. Peut-être même activiter l'intensité de tout ce qui est comportemental, partir vers un réseau social. Donc, il faut déjà développer le réseau social de soutien. Lorsqu'on est en déprime, on va y aller. Peut-être il y a même bon, j'ai lu ça aujourd'hui, il y a des thérapies de régénération. C'est quoi? Ce sont des thérapies où on va engager la personne à se faire, à prendre soin de soi-même, à vrai dire, à prendre soin d'elle. Donc, c'est faire du maquillage, c'est partir pour faire des massages ou faire des jeux de société. Donc, mais tout ça, ça doit être bien préétabli. Une fois qu'on va commencer, que l'énergie commence à diminuer, que les pensées sont négatives, que ce sont que des critiques dans notre tête, qu'il n'y a que des ruminations, donc, il y a tout ce qui est activation comportementale, parce que la dépression, je ne peux rien faire, donc je dois juste rester au lit. Donc, il faut faire le contraire. Donc, il faut au moins maintenir une marche de 30 minutes. Donc, chercher l'autre, donc le réseau social qui est bien établi. Donc, on va partir vers l'autre. Il va comprendre qu'on est un petit peu down, mais il va essayer d'être. C'est comme s'il va nous tolérer Oui, pour nous stimuler. Peut-être il y a même cette thérapie de régénération, c'est-à-dire s'engager dans les soins oui, personnels, l'auto-soin, même le maquillage, ça sera le bien, et ça va permettre de faire stimuler tout ce qui est humeur. Parce qu'on a remarqué que, par exemple, toutes les personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires, rapidement, ils sont contaminés par les émotions, quelles que soient les émotions, positives ou négatives. Si on a un réseau social qui est compréhensif, donc qui peut-être va nous contaminer avec une énergie positive,
ça peut aider à remonter de la dépression. D'accord. J'ai remarqué que pour le maquillage, ça a marché pour moi aussi. Juste mettre du fard à joues, un petit peu de fard à paupières et rouge à lèvres, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Euh, Surtout pendant, j'irais, moins 6 de mon échelle. Donc, mais par contre, parce que j'ai un cycle rapide, c'est-à-dire je connais plus les dépressions et l'hypomanie, parce que j'en ai vécu enfin, pas mal. Euh, Par contre, quand je suis dans les -10, j'ai du mal à bouger, vraiment. Parce que normalement, quand je suis dans une dépression, même un peu sévère, je fais du sport, je marche, je parle à mes parents, je parle à mon réseau de soutien, je fais ce qu'il faut faire, des douches froides par exemple. Mais quand je suis dans le -10, c'est le noir, donc et c'est l'inactivité, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. Donc, pour moi, pendant cette période-là, c'est important que enfin, que le groupe de soutien qu'on a, il vient à leur rescousse parce que c'est c'est plus possible. C'est comme pour la manie sévère. Donc, pour la manie sévère, on va dans l'hôpital et c'est pareil. Donc, dans une dépression qui est vraiment très sévère, je pense pas qu'on peut vraiment aller à l'encontre de ce que nous dit la dépression. Docteur? Oui, justement, là, ce qu'on va travailler avec la personne, parce que là, c'est les plans de la gestion de la dépression ou la gestion de l'hypomanie, c'est préétabli. Donc, une fois que je vais commencer à ressentir de la fatigue, je suis par exemple à -3, je ne dois pas atteindre -10. Donc, je dois tout faire pour ne pas atteindre -3. Donc, c'est là où je dois faire le maximum parce que là, c'est vrai, on arrive encore à bouger, on arrive toujours à chercher l'aide, on accepte. Donc, il faut y aller, il faut tout faire. Par exemple, -1, -2, -3, il faut faire le maximum de travail, appeler le médecin, faire un changement de traitement. Il y a pas mal donc d'astuces ou de stratégies à faire avant d'atteindre le fond. Sauf, par exemple, je pense que si on va décrire donc les variations rapides, je ne sais pas, par exemple, je suis à 0. Est-ce que vous parlez, Camélia, de 0 à -10 brutalement? Non, Non, euh, justement. C'est faut une, quelques mois. justement, c'est une décression qui est vraiment, il y a un slow, je veux dire. Donc, bon, j'arrive pas à trouver le mot slow. Donc, c'est une dégression qui est plus ou Progressif? moins douce. C'est progressif, c'est ça. C'est pas vraiment brutal. Donc, puisque c'est une dégression qui est progressive, donc il faut toujours faire le maximum. Donc, à vrai dire, il y a un guide de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, il est disponible pour tout le monde sur l'Internet. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire, de citer. Bien sûr, on pourra mettre le lien, vous pouvez le citer, et on mettra le lien quand on éditera le D'accord. podcast. Oui. Donc, sur le guide, bon, vous voyez, il y aura une liste que lorsque vous aurez votre patient ou juste vous ou avec vous-même, vous avez un bout de papier. Et il y a les signes qui vont annoncer la dépression et des signes qui vont annoncer l'hypomanie. Donc, dans la période high, voilà les signes qui vont annoncer. Dans la période down, les signes avant-coureurs, c'est-à-dire même avant que le changement d'humeur soit stable et soit profond, je veux dire. Donc, Mhm. une fois qu'on a ces signes, on commence à commencer le processus donc de la gestion de la crise. Il y a aussi un programme déjà préétabli avec le patient, le processus de gestion de l'hypomanie et la gestion de la dépression. Bien sûr, c'est une dépression qui va répondre à tout ce qui est comportemental. Juste le comportemental, ça peut aider. Bien sûr, chaque fois qu'il y a une répétition, le même pattern des idées va se répéter. D'accord. Ouais. Donc, la personne, il va se rendre compte à certains moments que c'est automatique. Le cerveau va me dire, par exemple, que je ne veux rien, que je fais du mal, il va activer l'autoculpabilité, il va activer l'autocritique.
Donc, il faut avoir une certaine distanciation par rapport à ces idées. On sait que le cerveau va lancer ça d'une manière automatique Ouais. lorsque l'humeur est down. Donc, et le contraire, bien sûr, il est vrai dans l'autre versant. Donc, je commence à sentir beaucoup d'énergie et je commence à parler beaucoup. Donc, ce sont des signes d'alarme. Il faut réduire. Peut-être il faut passer tout ce qui est activité. Donc, je vais passer plus, je vais activer plus de routine. Je sais que les bipolaires détestent le mot routine, mais en phase d'hypomanie, il faut y aller vers les routines. Vous voyez, donc activer les routines, donc respecter l'endormissement. Il faut avoir un sommeil, c'est très sacré par rapport à l'horloge biologique. Et après, il faut y aller vers tout ce qui est relaxation, méditation, tout ce qui va vraiment réduire tout ce bon, la machinerie plutôt. Donc, Ouais. à la place que ça va flamber, parce que tant Ouais. qu'on va activer, ça va s'activer rapidement. Donc, il faut réduire. On est d'accord, docteur, que quand on répète l'expérience, c'est-à-dire quand on n'est pas à son premier épisode, que c'est de plus en plus, je dirais, utile de lire dans son comportement, mais aussi que l'entourage ait de plus en plus de repères pour aider à suivre le protocole dont vous parlez. Oui, parfaitement. Vous avez parfaitement raison. Oui, on va éduquer aussi l'entourage, par exemple, à vous lire aussi. Vous avez parfaitement raison. Peut-être l'entourage, il va vous dire, OK, vous prenez plus de risques. Donc, c'est lui qui va donner l'alerte. Ouais. Parfois, surtout lorsqu'on est en hypomanie, parce que c'est agréable. Je fais pas la publicité à l'hypomanie, Non, mais mais je sais que la plupart du temps, on le décrit comme un état de bien-être. on confirme, avec Mais Camélia, je malheureusement, pense qu'on confirme. la personne va pas, même si il va se sentir en hypomanie, il va pas y aller rapidement. Il va se dire peut-être, je vais laisser ça durer. Bon, l'hypomanie par définition, c'est de 3 à 5 jours. Donc pourquoi ne pas se limiter jusqu'à le cinquième jour et après chercher l'appel du médecin? Oui, Alors, si l'entourage, il va vraiment faire une petite pression, je sais que, bon, en moi, il va alerter comme quoi il faut tirer une signe, bon, plutôt, tirer l'alarme, comme quoi là c'est dangereux. Dans l'hypomanie, c'est pas agréable. Il va commenter plus ou moins comment vous parlez, comment vous abordez les gens. Ouais, Donc, on va éduquer les autres. Les dépenses, peut-être vous dépensez trop, peut-être vous allez faire beaucoup de cadeaux. Donc, c'est juste le fait que vous êtes dans tout, bon, que ça commence donc à partir vers le haut, vers beaucoup de comportements, beaucoup de cadeaux, beaucoup de tout ce qui est agréable. Donc, on doit peut-être tirer la sonnette d'alarme, soit ouais, vous, soit les autres. Donc, ouais. l'environnement aussi joue un rôle très important. ouais, Le problème avec l'hypomanie, et je le rappelle, c'est après l'hypomanie, il y a souvent une rechute dépressive. La courbe vraiment monte un petit peu, donc bien c'est sûr. agréable, mais par la suite, il y a une chute qui est très désagréable. Manie, hypomanie ou dépression, c'est toxique pour les neurones. Ouais. C'est ça ce que je tiens à rappeler. Je Peut-être que... trouve que, Pardon, Camélia, vas-y. je trouve que l'entourage aussi est très, très important et joue un rôle très important pour moi parce que même si je connais tout ce qu'il faut faire pendant la dépression et tout ce qu'il faut faire pendant l'hypomanie, des fois j'oublie. Avec le changement subtil de l'humeur, j'oublie. Et du coup, par exemple, quand j'étais en dépression, ma sœur, elle m'a dit, il faut aller voir le médecin. C'est facile, mais j'ai pas eu ce réflexe d'aller voir le médecin et lui dire que voilà, je suis en dépression, qu'est-ce qu'il faut faire? Et justement, juste ce conseil m'a illuminée et il m'a beaucoup aidé pendant ma dépression et ça m'a vraiment sauvée parce que c'était vraiment une dépression parmi les dépressions les plus dures que j'ai vécues et le conseil m'a beaucoup aidé. Et pareil pour l'hypomanie. Moi aussi, je donne beaucoup de cadeaux. Et ma sœur, c'est ma sœur qui me reconnaît juste avec la voix. Et juste avec la voix, le ton de la voix, elle me dit, voilà, t'es bien maintenant, oh, t'es pas bien, Ouais, t'es un peu speed.
Mm. Et ça aide beaucoup parce que des fois, on perd un peu l'insight, donc on ne sait pas vraiment où on est. Ouais. Surtout quand on change, surtout quand on a beaucoup d'épisodes euh, qu'on est en- c'est- je voulais dire que voilà, qu'on a beaucoup d'épisodes en peu de temps. J'ai oublié Ah oui. À le vrai mot. dire, à vrai dire, c'est juste, pardon, je veux juste rebondir sur le terme insight parce qu'avec les maladies chroniques, l'insight, ça dégrade. Même avec tout ce qui est diabète, même tout ce qui est asthme, en dehors de tout ce qui est psychiatrique. Donc, l'insight avec les maladies chroniques, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est l'atteinte frontale, mais c'est en dehors de la psychiatrie. L'insight avec l'évolution de la maladie, ça diminue. C'est comme s'il y a une tolérance des symptômes. D'accord, Oui, c'est intéressant. Mais oui, en tout cas, si on en revient à cette notion de stabilité, euh, en gros, on met des indicateurs en place pour arriver à rester dans une fourchette. Et c'est vrai que c'est plus facile d'utiliser une fourchette quand on a le système de Camélia, c'est-à-dire de dire, par exemple, on reste entre -3 et +3, et ça se passe bien. Mais comme quand on prend la route et qu'on franchit les limites de vitesse, etc., au moment où on les franchit, euh, soi-même ou l'entourage euh, doit vous aider ou peut vous aider à faire ce qu'il faut pour retourner dans la fourchette en question. Mais j'aime bien cette notion de moins et de plus. Elle est plus imagée, je dirais, que 0,10 pour moi. et c'est ça la particularité des troubles bipolaires. Voilà, c'est juste une variation vers le haut vers le bas C'est et ça. bien sûr la variation de l'humeur, du pensée. Donc, être alerté d'un changement d'humeur, c'est très important parce que au tout début, il faut juste faire des choses vraiment simples, voire comportementales. Au niveau comportemental, ça veut dire c'est par rapport à parce que moi je suis cognitiviste, donc c'est le niveau le plus bas qui va demander le moindre d'effort. Et après, la personne, elle pourra reprendre le cours de sa vie normale. Je veux dire le cours adapté de sa vie. Ouais, c'est Parce que ça. le mot normal lui-même pose problème. Ouais. Eh ben, en fait, on avait une question à la base avec Amélia, c'était ce problème qu'on a dans la mesure où la bipolarité, c'est quelque chose qui est très graduel. euh, Savoir faire la distinction entre ce qui relève de la personne et des circonstances, par exemple être joyeux, et ce qui serait le début d'une hypomanie un peu insidieuse. Euh, et là, je crois que vous parliez très justement des insights qui sont à la baisse quand on commence à rentrer en crise, c'est-à-dire qu'on trouve que tout va bien. Euh, Moi, je sais que si je suis dans cet état un peu crescendo, ma femme ou mes fils, eux, sauront avant moi que je suis en train de prendre un mauvais train. C'est juste pour illustrer ce que vous disiez en fait, hein. C'est très Justement, vrai. justement. Donc, peut-être l'éducation de soi, la surveillance de soi, donc on appelle ça le thermomètre des C'est émotions. ça. Il y a pas mal de moyens afin d'objectiver les variations d'humeur, mais l'environnement reste très important, soit dans la gestion de tout ce qui est down, il peut aider à la stimulation, support, le soutien, ou tout ce qui est up pour la gestion de la crise et réconforter. Parce que dans les deux, je veux dire que voilà, les bipolaires, ils ont la particularité d'être hyper sensibles à leur environnement. Ouais, Quelle que soit la phase, face à un confort, face à un soutien, ça sera toujours le bienvenu, ça va soulager une souffrance. Même la manie, c'est une souffrance en quelque sorte. ouais. Donc, une fois la personne aura un repère, sûrement, il va y aller vers ce repère, donc il va aller vers l'équilibre, à vrai dire. Donc, l'entourage, le soutien, c'est très important. J'aime bien que vous Oui, utilisiez le mot équilibre d'ailleurs, parce que c'est un mot qui est intéressant par rapport à stabilité, qui est un mot un peu plus statique, je dirais. Euh, Mm. ce que je propose peut-être, c'est que si maintenant
on fait un petit partage d'expérience, en ce sens que, par exemple, Camilla, si tu nous parles un petit peu de ton parcours par rapport justement à cette notion de stabilité, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, stabilité, par rapport à ton expérience euh, personnelle, et peut-être que le docteur peut réagir justement à aux questions que ça évoquerait? D'accord. Alors, pour moi, je ne connaissais pas ce que c'était la stabilité parce que j'étais tout le temps en rapid cycling, c'est le mot que je voulais dire tout à l'heure. Ah oui, Je cyclais tout le temps, surtout dans la dépression. Euh, et quand j'avais une hypomanie, ben, ça virait dans la manie directement. Et c'était manie hospitalisation. Alors, je ne me connaissais pas vraiment. Pour moi, mon identité, elle shiftait, elle changeait. Donc, je ne savais pas si c'était Camélia. Qui est Camélia? Voilà, c'était ça ma question. Qui suis-je? Avec, et donc, j'ai profité de l'opportunité que j'avais d'avoir plusieurs épisodes de dépression, d'hypomanie et de manie. Et j'écrivais. C'est comme un consumer persona, c'est une personnalité. J'écrivais, voilà, voici les traits, voilà, voici ce que j'aime faire, voici mes attributs, voici mes traits quand je suis en dépression. Et pareil pour l'hypomanie et pour la manie, comme ça je reconnais. Donc j'étais plus intéressée à reconnaître qui suis-je, mais j'étais intéressée par reconnaître qui je n'étais pas. c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que la dépression? Qui suis-je quand je suis en dépression? Qui suis-je quand je suis en hypomanie et en manie? Et voilà, et par la suite, voilà, donc j'écrivais, je faisais du journaling. Et par la suite, j'ai découvert le régime keto, donc keto métabolique pour la bipolarité. J'ai découvert à travers un psychiatre, son nom c'est Chris Palmer, c'est un psychiatre à l'université Harvard aux États-Unis. Et j'ai découvert le régime keto pour la bipolarité et je l'ai commencé. Alors quand je l'ai commencé, j'ai gardé bien évidemment mes médicaments parce que l'âne, enfin, si on fait le régime keto, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les médicaments et vice-versa. Donc, quand je l'ai commencé, j'ai vécu la stabilité. Donc, c'est là où je vois la stabilité. Je me dis, waouh, ça c'est moi. C'est pas l'hypomanie. Oui, j'aime bien aller dans les événements artistiques. Oui, j'aime bien rencontrer le monde. J'aime bien me maquiller. J'aime bien partager. J'aime bien les animaux. Donc, ces attributs-là, je les reconnus quand j'ai commencé le régime keto. Et donc, j'ai aussi sur mon téléphone que sur mon carnet des adjectifs et des descriptions de qui suis-je. Euh, voilà, et donc c'est m'a sauvé Ouais, pour être en stabilité, c'est le régime keto et les médicaments. entendu. Docteur, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est très beau, ça me rappelle vraiment le wisdom therapy. Donc, la thérapie de sagesse, c'est une thérapie qui va vraiment, qui consiste à s'accepter, à vrai dire, de contextualiser, de contextualiser notre nature, d'accepter nos émotions négatives face à toutes les adversités de la vie, d'accepter aussi nos réactions positives, de ne pas trop chercher à juger. Toute maladie chronique, c'est une nouvelle nature. Lorsqu'on va découvrir notre maladie chronique, notamment la bipolarité, c'est notre nature. Donc, on va connaître cette nature. Donc, on va y aller vers vraiment la découverte. On va faire Camilla. Voilà moi à moi à deux. Voilà moi à deux. Est-ce que voilà les adjectifs dans cette phrase, les adjectifs à cette phrase. Bon, peut-être dans le mot adjectif, il y a un petit peu de jugement, mais ça va permettre de découvrir cette toi l'autre phase ou cette phrase ou l'autre phase. Donc, c'est bon. Bon, l'adjectif, ça peut être un moyen pour juste définir, mais pas pour juger. Ce qui est magnifique. Entendu. Peut-être si là j'enchaîne sur mon expérience
la bipolarité par rapport à la stabilité. Euh, euh, c'est en fait, bon, je suis bipolaire 1, j'ai connu 3 gros épisodes entre l'âge de 17 ans et l'âge de 39 ans. Et je dirais qu'avec avec des hauts et des bas de très très grosses amplitudes, entre-temps aussi, ce dont vous parliez, la nostalgie de la manie, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, c'est une vingtaine d'années en fait, il n'y a pas eu une totale acceptation de sa bipolarité. Donc ça, je l'ai eu seulement à l'âge de 39 ans. Mais je dirais que ça a été le déclencheur d'une évolution vers une forme de stabilité ou en tout cas d'équilibre parce que et c'est une chose que je ne saurais jamais trop recommander euh, euh, accepter, assumer, embrasser son désordre parce que ça vous permet de non seulement de partager avec les autres, ce qui n'est pas le cas complètement précédemment, donc de les armer aussi pour vous aider. Après, adopter un style de vie qui sain, sommeil, exercice, on parlait de l'alimentation, la vie sociale, etc. Euh, et surtout, là aussi, je vous rejoins complètement toutes les deux, en fait, c'est connaissance de soi et savoir ce qui on est et vers quoi on veut aller en toute connaissance de cause. Et je sais que c'est ce qui m'a, moi, permis de m'accomplir sans compromis et de faire des choses qui pouvaient être... alors, une acceptation aussi comme vous le disiez, docteur, au départ, de ce qu'est un bipolaire, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité, on a peut-être une certaine forme de, 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 de- d'intelligence associative ou de créativité. Bon, c'est sans doute différent par personne, mais en tout cas, j'ai pu, avec l'aide des miens, mettre tout ça en œuvre et arriver donc à une relative stabilité sur 23 ans maintenant, et que je définirais presque plus comme un accomplissement hein, à ce stade euh, que juste une stabilité. Donc je crois il faut effectivement essayer essayer d'être en phase avec soi-même. C'est ce que disait Camélie en fait. Hein, c'est faire cette recherche euh, pour après arriver à être soi-même, à ressentir les choses sans que ce soit extrême. Euh, et c'est là, je pense, qu'en quelque sorte, on transcende un petit peu son trouble. Donc voilà en tout cas pour moi, mais je pense que ce qu'on se dit, tout ce qu'on se dit là, concorde plutôt, et j'espère que les gens qui nous écoutent en tireront profit. Euh, Est-ce que vous avez des remarques à faire sur nos partages d'expérience encore, docteur? Alors, félicitations. Déjà, c'est une trajectoire d'un guerrier. Donc, 23 ans, j'imagine, sans aucun épisode. C'est vraiment magnifique. Donc, Merci. félicitations. J'imagine que, voilà, parmi les moyens peut-être que vous avez utilisés, c'était l'acceptation. Oui, Donc, euh, donc, ça a soulagé votre cerveau d'un stress parce que lorsqu'on dit une pathologie, une maladie, c'est un contrepoids qu'il faut accepter, qu'il faut vraiment... Bon, c'est comme s'il y a quelque chose qui va nous ralentir derrière. C'est comme si on veut y aller vers l'avant, mais il y a ça, il y a la bipolarité. Moi, je le définis comme ça, c'est une nouvelle nature. Donc, découvrez votre nouvelle nature et faites avec. Parfois, je me dis, c'est juste ma remarque à moi, c'est juste mon opinion. Je me dis que la nature peut-être a fait les bipolaires pour aller vers l'avance, parce que c'est eux qui osent à explorer plus que les autres. Et l'idée que les anxieux, ils sont là pour faire les lois. À vrai dire, parce qu'il faut toujours contrôler. C'est ça, c'est de loi, c'est ça ce que je vois vraiment. Les anxieux, c'est pour faire la loi, et les bipolaires, c'est pour aller vers l'avant, c'est pour découvrir, c'est pour explorer. Donc rien, peut-être ce qu'on appelle maladie, peut-être, c'est juste mon opinion personnelle. Ce qu'on appelle maladie, peut-être, c'est juste une forme d'évolution de l'humanité, à vrai dire. Peut-être, heureusement qu'il y a les bipolaires, et heureusement qu'il y a les anxieux, et heureusement qu'il y a même les dépressifs aussi.
Donc, je sais pas, c'est juste une opinion. Ah, mais je pense elle se défend. Je suis ravi d'entendre ça de la bouche d'une psychiatre. Euh, je, moi, je dirais que par rapport à ça, tout l'art, c'est de trouver ce chemin qui est assez étroit où on va s'accomplir sans, sans se perdre. Donc en fait, il faut, c'est résident la bipolarité pour moi. Donc faut jamais oublier qu'elle est là. En fait, on s'est rencontré avec Camilla à l'époque où j'ai écrit une lettre d'amour à ma bipolarité, euh, en lui disant que j'avais finalement réussi à résoudre le problème en passant de cette séduction par rapport à une femme fatale, ce qu'elle était pendant les 20 premières années, à embrasser cette sœur providentielle qui me donne de l'inspiration, de l'envie, de la fantaisie. Euh, donc oui, je vous rejoins là-dessus. Euh, euh, pour toi, Camélia, qu'est-ce que ça t'inspire, ce que le docteur vient de dire? Euh, Moi, ce que je voulais dire, c'est, je voulais rajouter un point par rapport aux outils qui peuvent nous montrer où on est. Euh, Est-ce qu'on est en stabilité, en dépression ou en hypomanie? C'est la montre connectée. Oui, Euh, la montre connectée et les routines. Donc, la montre connectée, c'est pour voir le nombre d'heures. Si le nombre d'heures diminue, ça veut dire on est en hypomanie, peut-être. Ou si on dort plus que la norme, ben, ça veut dire qu'on est peut-être euh, qu'on est peut-être en dépression. Parce que la bipolarité, c'est une maladie circadienne, c'est-à-dire c'est lié au sommeil. Donc les premiers signes avant-coureurs, c'est le nombre d'heures. Et par rapport à ce qu'a dit le docteur psychiatre, je suis tout à fait d'accord que la bipolarité, c'est une bonne chose d'avoir des gens qui ont la bipolarité, des gens qui sont anxieux et d'autres qui ont la dépression. C'est le challenge, il est très grand, il est vraiment énorme pour les trois. Le fait de travailler sur les conditions qu'on a est vraiment, et c'est là où on peut puiser notre force, c'est de travailler sur ce qu'on a, accepter qu'on a une bipolarité ou accepter qu'on a une dépression ou l'anxiété et travailler dessus pour vivre ensemble. Euh, pour moi, c'est la clé du succès, comme ce que tu as fait, Michel. oui, d'ailleurs, je voulais dire que dans l'accomplissement, pour ce qui me concerne, euh, ça a été le fait de vouloir se sentir bien et se dire que justement parce qu'il n'y a même pas besoin de faire un coming out de bipolaire grande largeur, parce que tout va bien. C'est là que j'ai décidé de le faire, en fait. Et c'est là que tout le monde a su, en fait, que j'étais bipolaire. Euh, et c'est le fait de partager, c'est-à-dire de mettre son expérience au service des autres, c'était la boucle bouclée. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure thérapie que de parler avec d'autres bipolaires, euh, parce que vous voyez, on est tous à des stades différents, et ça vous rappelle sans cesse que c'est quelque chose qui doit être euh, maîtrisé. Et pour en faire le meilleur, et le meilleur, effectivement, c'est une bonne chose, je pense, pour la société, etc. Comme d'ailleurs, je pense toute pathologie, tout cerveau fait différemment, euh, peut apporter des choses dans le domaine de l'art, peut-être dans le domaine des idées, etc. Mais à condition de créer ses propres frontières. Et il y a un mot, j'aime pas le mot routine, mais j'aime bien le mot rituel. Et une chose qui m'a complètement aidé à adapter mon style de vie, ça a été de ritualiser des sorties dans la nature, hein, parler aux arbres, ou plutôt que de compter ses pas, euh, voilà, se balader, apprécier des mets,
euh, donc ritualiser des choses, les valoriser, plus que de les subir, donc passer du contrôle pur à quelque chose qui est plus une sorte d'assomption de comment on est, l'embrasser et puis en tirer le meilleur. Et je saurais trop recommander aux bipolaires de se rapprocher de la nature parce qu'elle a vraiment elle a un impact presque physique, psychique, mais aussi presque physique sur nos conditions. Elle ne peut faire que du bien en réalité. Alors qu'on a tendance, nous, à ruminer nos pensées noires parfois dans un seul espace. Euh, je pense que voilà, c'est important. Tu parlais de rythme circadien, pardon. Euh, on est connecté à la nature peut-être plus que la moyenne, donc faut s'en servir aussi. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Il y a Bien, aussi oui. Sarah Wilson, elle est bipolaire aussi. Elle a fait Top Chef, le premier Top Chef en Australie. Et elle parle des bienfaits de la marche dans la nature. Pour elle, c'est ça la solution. Et elle n'a pas de voiture, elle va marcher. Elle va juste marcher tout le temps. Et le mouvement, il est vraiment l'antidote de la pensée qui est juste là, enfin, le trop de pensée et l'anxiété aussi. Donc, c'est une très bonne, c'est un très bon conseil que tu as dit. Et tu as parlé aussi des rituels ou des routines. Ce qui est intéressant dans les rituels et les routines, c'est qu'on peut voir un épisode venir à travers ces routines. Par exemple, si moi j'aime bien aller sortir, marcher 30 minutes par jour, et aujourd'hui je me dis non, je vais pas marcher, je veux juste dormir. Ça se trouve, ça se peut que c'est un début de dépression. Ou bien si je me dis oh non, aujourd'hui je vais faire 3 heures de marche et puis 2 heures de HIIT, de cardio, je me dis oh, peut-être que je suis en hypomanie ou en accès maniaque en général. Donc les rituels, ils peuvent aussi être un bon guide, une boussole. Mhm. Docteur, Alors, vous êtes d'accord? oui, je suis très d'accord. Et il y a aussi tout ce qui est, parce que je veux juste rajouter une chose, parce que c'est déjà établi, afin de vraiment avoir, de cerner les rythmes sociaux et leur impact sur l'humeur, il y a des repères. C'est déjà l'heure de sortir de lit. La personne, le premier contact avec la personne, il faut juste noter l'heure. Ça peut impacter notre humeur. L'heure du déjeuner, l'heure d'aller au travail, l'heure de dîner et l'heure de sommeil. Donc, ça impacte vraiment notre humeur. Donc, tant qu'être humain, juste l'heure de réveil et le premier contact, comment il va impacter notre humeur. Donc, ça permet d'adopter une certaine routine des rythmes sociaux. Donc, à chaque fois, on va évaluer. Par rapport aux médicaments, parce que Camilla a déjà cité les médicaments, je tiens à redire que voilà, le trouble bipolaire est biologique, donc les médicaments sont très importants. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est très important. Tout ce, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est routine, ça va aider, va nous permettre de mieux nous adopter afin de prévenir vraiment que l'épisode soit installé. Mais les médicaments, il faut insister. Oui. Et voilà, chaque fois qu'on va fuir les routines, donc il faut s'alarmer un petit peu. Soit on va y aller vers la dépression, donc fuir, soit exagérer les routines, ou parfois juste annuler les routines qu'on va trouver ennuyeux lorsqu'on sent speed et il y a beaucoup d'énergie. En fait, on est d'accord, je pense, Camélia et moi, sur l'importance d'un bon traitement. Je crois que ce qu'il faut, c'est que la médication fasse partie intégrante de votre équilibre de vie, qu'elle soit suffisamment bien dosée pour qu'elle vous plombe pas ou qu'elle vous libère pas trop non plus. Mais c'est un travail à accomplir avec un psychiatre. Là aussi une connaissance de soi. Moi, ça va faire 30 ou 40 ans que je prends du lithium. Euh, Ça me va très bien. Il me viendrait pas l'idée d'arrêter mon traitement parce que je me suis démontré que je pouvais aller très bien et faire beaucoup de choses, euh, même être créatif avec un traitement. Donc,
Est-ce que à ce stade, peut-être, on pourrait commencer à conclure euh, en disant que cette notion de stabilité, en fait, c'est la résultante d'un faisceau d'éléments dont la connaissance de soi euh, et tout ce que vous avez évoqué en termes soit de protocole, mais ce protocole n'a pas besoin d'être subi, il peut être voilà, assumé, je pense, et qu'il est mieux d'ambitionner une stabilité active que d'avoir la nostalgie d'une hypomanie ou d'une manie. Je crois qu'on est tous très d'accord là-dessus. Mhm. Je veux juste attirer l'attention sur un point, je pense qu'il est important, c'est les signes inter-épisodes. Hmm. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manie, il n'y a pas de dépression, mais il y a des signes qui persistent. Donc, à vrai dire, la diade médecin et patient, ils doivent tout faire afin que ces signes doivent disparaître. Il faut les gérer bien parce que tant qu'ils sont là, même s'il y a médicaments, même s'il y a thérapie, même s'il y a un engagement, la rechute, elle est proche. Donc, on ne sera tranquille qu'avec zéro signe inter-épisode. On Ouais. sait que c'est difficile à atteindre, mais il faut faire le tout, le maximum, afin d'avoir zéro signe entre les épisodes. Tant qu'on n'a pas beaucoup de signes ou zéro signe entre épisodes, c'est un bon signe de stabilité et qu'il n'y a pas de risque de rechute. Si on commence à avoir des signes, donc il faut tout faire pour ne pas atteindre l'épisode timide. Sinon, c'est vrai, je vous rejoins dans votre conclusion. Donc, voilà, tout ce qui était dit est vraiment logique et cohérent, voilà. Merci en tout cas, docteur, d'avoir participé à cette émission. Camélia, est-ce Donc, que tu as un mot à dire encore? Euh, j'ai pas parlé de sport aussi. Le sport, il aide beaucoup Oui, à sortir de la dépression et ça régule. Il y a plein d'outils. On va parler de plusieurs outils dans les épisodes qui vont venir. sûr. Donc, voilà, suivez-nous et partagez la vidéo avec vos proches et les gens qui ont la bipolarité. Très bien, bah, au revoir à toutes et nos auditeurs. Vous trouverez des liens et des références dans le message d'accompagnement du podcast. Et bah voilà, je vous remercie encore et à la prochaine fois. À la je peux prochaine. Bye rajouter, bye. désolée, je peux rajouter Oui, là, là, à juste vous, un petit mot. sûr. Oui, je suis désolée, j'ai coupé le temps. Alors, merci beaucoup Camilla et Michel pour votre partage. Vous êtes une référence, ça peut aider beaucoup de personnes parce que lorsque, bon, le scientifique a le savoir, mais vous, vous avez l'expérience, donc l'autre va se reconnaître en vous. Donc, merci beaucoup pour vos efforts et voilà. Merci. Merci, merci. Merci.